Eh bien voilà, Jean-Claude Héléna nous parlait du parfum et disait de l'odeur qu'il était un mot et du parfum la littérature. Avec Karine Bonneval, ce sera un langage plus plastique que nous allons aborder. Vous êtes diplômée des Beaux-Arts d'Angoulême et de l'École des Arts décoratifs de Strasbourg. Vous faites dialoguer l'art et la science, les chercheurs et les philosophes. On en a parlé au cours de ces rencontres, en interrogeant notamment notre façon de percevoir le monde, végétal plus particulièrement. Et vous abordez, vous êtes familière avec ce que des philosophes comme Michael Marder, un philosophe canadien, appelle la pensée végétale, en donnant quasiment une forme de subjectivité, en allant un peu loin, aux végétaux. Et voilà, c'est une forme disons, de verdissement des consciences, pourrait-on dire, pour reprendre le mot de ce philosophe. Vous êtes l'auteur de nombreuses expositions, et un livre notamment évoque l'une d'elles, Philoplastie, qui était à la Maréchalerie à Versailles, un centre d'art de Versailles, une installation qui mettait en scène des plantes sous une serre et qui permettait d'interroger à la fois notre perception des plantes, mais aussi la façon dont peut-être les plantes interagissent entre elles, en termes d'odeur, de couleur, de forme, de son, bref, un dérèglement de tous les sens dont vous allez nous parler maintenant. Je vous laisse la parole, Karine Bonneval. Je tenais aussi à remercier Chantal Collot-Dumont qui m'a donné l'occasion de maintes reprises d'entamer un partenariat en fait, et c'est vrai que je vous remercie encore de cette confiance au long cours. Et si je commence aujourd'hui la présentation par un autre titre, mais je vais revenir au titre de cette exposition que vous avez évoquée précédemment. Se planter, c'est pour vous interroger déjà sur cette notion-là, parce que en français, qu'est-ce que ça signifie se planter? Je vous pose la question à vous. Voilà, ce qui est quand même assez étrange parce que les plantes, elles sont depuis plus longtemps que nous sur Terre et elles sont toujours là, donc il me semble pourtant elles ne bougent pas et je trouve que elles sont quand même plutôt une preuve, si on parle d'échec et de réussite, et je trouve ça très étrange en français parce qu'à ce jour j'ai pas rencontré d'équivalent dans d'autres langues. Je pose toujours la question quand je croise des personnes d'autres cultures, l'équivalent de se planter, on n'a pas vraiment, et je trouve ça très étrange, et du coup c'est aussi par là que j'aime bien penser ma pratique, parce que c'est justement cette idée de qu'est-ce que ce serait finalement que d'être une plante, parce que se planter, ça dit aussi cette histoire qu'on est immobile. La plante elle-même a quand même une singularité, c'est qu'elle est ancrée au sol et qu'elle va interagir avec le monde à partir de cet ancrage-là, et c'est pas un synonyme d'échec. Donc voilà. Et donc j'avais fait cette pièce un peu drôle, justement sur des sortes de gants qui seraient une invitation à soi-même trouver un enracinement dans le sol. Mais passé cette petite introduction, je vais essayer de faire une présentation en deux temps qui correspondent un peu à ces deux représentations du vivant sur Terre. Donc dans la première, je vais essayer de vous parler un peu en fait, ça vient de mon histoire personnelle, mais ça va faire un petit chemin historique et botanique au travers les voyages des plantes dites exotiques. Et après, on va plutôt basculer vers ce qui m'a amené moi ensuite à interroger les scientifiques dans différentes pratiques, notamment en écophysiologie végétale et pédologie. Et c'est de ces dialogues que sont nées beaucoup les dernières pièces que j'ai faites. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de partir de ce voyage où j'ai eu un savoir très surplombant, comme cette gravure de Charles de Beauvel, donc, qui date du XVe siècle. Vous avez donc... C'est une pyramide. Donc en haut, il y a l'homme, qui est bien sûr masculin, blanc. Et c'est l'homme qui est intelligent. Ensuite, vous avez les animaux. Bon, là, c'est un cheval, mais il sent. Ensuite, vous avez les arbres, donc les plantes qui vivent. Et ensuite, les cailloux qui sont. Voilà, comme ça, on est bien tranquille. L'homme domine tout ça. L'homme domine le monde. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un arbre phylogénétique, donc c'est toujours jusqu'à ce que la science progresse. Évidemment, ce sont des notions qui évoluent au travers du temps, où on part d'un point qui est central, qui est l'apparition de la vie sur Terre, et qui va se ramifier en différentes branches, qui sont les différentes représentations du vivant. Alors, vous voyez le point rouge en haut, en fait, ça c'est l'humain. Et encore, c'est un arbre phylogénétique très résumé. Il y en a des beaucoup plus compliqués avec beaucoup plus de noms. Et en fait, la représentation du génome des êtres vivants est matérialisée par cette sorte de rectangle bleu. Et donc, plus il est haut, plus le génome est compliqué.
Et vous voyez le génome donc le plus complexe, le plus grand, c'est le point vert. Et le point vert, c'est le riz. Et voilà, donc je vous laisse méditer sur... Et moi justement, c'est voilà, c'est ce cheminement de aussi cette forme de l'arbre phylogénétique pour moi est très intéressante. C'est que tout à coup, on a un centre qui est l'origine de la vie et une ramification où là, la hiérarchie n'est plus apparente. On a vraiment simplement des découvertes au fur et à mesure qui sont augmentées par des entrées sur ce cercle et où il n'y a plus évidemment l'homme au-dessus. Et je trouve que c'est vraiment ce chemin que je vais essayer de vous emmener, de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de partir de cette mentalité qu'on a vraiment d'une domination du monde vivant qui nous entoure, à plutôt comprendre comment en fait on fait partie d'un tout et comment c'est très important de se considérer plutôt comme un élément faisant partie d'un ensemble. Et aussi cette idée que finalement, ce qui est un peu compliqué, peut-être qu'on aurait des points communs avec la plante. Et c'est une petite gymnastique, mais voilà. Donc moi... cette pratique-là, je l'ai découverte, la photo est un peu sombre là, mais c'est une photo que j'ai prise en Guyane pour la première fois que j'y suis allée en 2000 et ça a été vraiment un choc. La première fois que je suis rentrée dans la forêt de Guyane, j'ai eu pour la première fois, alors que bon, moi je suis née dans des endroits pas très urbains, mais ça m'a vraiment donné un choc vraiment sensoriel, c'est-à-dire que j'avais pour la première fois la sensation de rentrer à l'intérieur d'un organisme vivant. Parce que peut-être en plus j'avais moins les codes, parce qu'évidemment je ne reconnaissais pas forcément ni les sons, ni les odeurs, ni les essences végétales, mais je voyais bien qu'il y avait cette idée, c'est très intriqué la végétation tropicale, en fait on a vraiment, les plantes sont à tous les étages, c'est beaucoup moins séparé que par exemple quand tu rentres dans une forêt en métropole, et il y a toute cette intrication très compliquée où on entend beaucoup de choses, on ne sait pas très bien d'où ça vient, qui m'a fait ressentir comme si je rentrais dans un organisme vivant, vraiment. Mais de là, de ce choc-là, j'ai mis un peu de temps à l'analyser. Je me suis rendu compte que, en fait, j'étais effectivement dans un endroit vivant. C'est-à-dire que tout était vivant. J'étais entourée par des êtres vivants qui avaient leur propre manière de vivre, de communiquer, et que c'était vraiment hyper important. Et évidemment, l'odeur, là, a joué complètement parce que c'est vraiment hyper fort là, il y a vraiment quelque chose qui nous prend dans la végétation très humide et très sombre aussi, qui est vraiment hyper forte. Et c'est là que je reviens en fait à moi, où je suis née. Donc je suis née à La Rochelle. Alors je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais moi, ça m'évoque quelque chose de très particulier. C'est ce cabinet. Donc c'est un musée qui s'appelle le musée La Faille à La Rochelle, qui est un muséum d'histoire naturelle et qui comporte en fait, parce que c'était la maison en fait d'un collectionneur privé qui avait ce qu'on peut appeler un cabinet de curiosité, mais c'était déjà rangé, classifié. Et donc il avait fait construire ce mobilier. Donc là c'est 1770 et évidemment, La Rochelle, c'est un port, donc il y avait comme ça des choses ramenées, des choses, je dis choses volontairement, parce que là, même si c'était peut-être des animaux, on voit les coquillages, il y a des minéraux, il y a des animaux empaillés, il y a des poissons, il y a un peu de tous les règnes du vivant, mais aussi du minéral, on ramenait des choses mortes. Donc on était vraiment sur des objets. Et en même temps, moi, c'était un musée, vraiment, j'y allais tout le temps, ma grand-mère habitait à côté, donc j'étais complètement fascinée par cet univers. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, cette idée du port m'ouvrait justement sur les ailleurs. Enfin, j'avais vraiment cet imaginaire, sans connaître vraiment l'histoire de La Rochelle, sur l'idée qu'on pouvait ramener ces choses incroyables. Petite, voilà, ça me fascinait. Et aussi, j'ai un souvenir très précis, maintenant le port de la Palisse, qui est donc un très gros port industriel de La Rochelle, n'est plus autorisé aux piétons. Mais moi, quand j'y allais petite, on pouvait très clairement, j'ai vraiment cette image qu'on appelle les grumes, donc vraiment ces gros troncs entiers écorcés qui ont une odeur très très forte et qui venaient forcément, qui étaient encore une fois pas des odeurs voilà, de métropole, c'était vraiment des odeurs d'outre-mer et ça reste encore une odeur très très forte. Et c'est là par contre qu'ensuite adulte, donc moi, j'avais ce côté un peu romantique, en fait, l'exploration et tout ça. Après, évidemment, et c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, parce qu'à l'école, on n'en parlait pas, mais c'est qu'en 1787, le port de La Rochelle est le deuxième plus grand port du commerce triangulaire.
et qu'en fait La Rochelle a bâti sa fortune sur le sucre. Donc la double exploitation, l'exploitation des esclaves importés avec une plante importée elle-même. Donc c'était une double importation, une double exploitation d'êtres vivants, des humains. Il y a quand même eu 130 000 esclaves qui sont passés par le port de La Rochelle, c'est quand même pas innocent. Et donc ils sont partis, donc, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que les Rochers ont investi une île, Saint-Domingue, et donc on a importé Saccharum officinalis, qui n'existe plus aujourd'hui à l'état sauvage, hein, c'est plus qu'une plante cultivée désormais. Et donc on a fait ce commerce, on appelait ça l'or blanc, hein, à l'époque, la canne à sucre, voilà, on exploitait les humains et les plantes, on était bien tranquille. Et donc, tout à coup, c'est un peu, un peu transformé ma vision un peu naïve de ces cabinets de curiosité qui n'étaient qu'un peu la face scientifique, merveilleuse, d'en fait ce qui avait fait la fortune de La Rochelle, c'est-à-dire l'exploitation. Et du coup, j'ai commencé à convoquer la matière sucre, même si aujourd'hui, et depuis Napoléon, évidemment, il y a des scientifiques justement qui ont trouvé comment travailler la betterave et donc justement mettre fin à ce commerce-là issu de la canne à sucre pour faire une exploitation de sucre qui était produite en Europe et notamment en France. On reste des gros producteurs de sucre. Et là, par contre, donc ça, c'est une installation éphémère puisqu'elle fond au fur et à mesure. Elle s'appelle macarca. Ça vient d'un mot de créole de la Réunion qui veut dire sucre sale. En fait, c'était un sucre qu'on récoltait à la fin justement de la raffinerie du sucre de canne et dont il se servait pour faire un alcool de très mauvaise qualité. Et donc, c'est une recette, donc c'est du sucre massé, donc c'est du sucre qu'on met à ébullition. Et je le mets à ébullition avec un colorant noir et qui arrive à faire toutes ces décolorations. Et les noirs va progressivement descendre dans la masse de sucre, dans un pain de sucre, hein, et va se chanter. Donc je l'ai fait la première fois justement dans des régions proches de La Rochelle pour évoquer justement cette ambiguïté sur un matériau qui est à la fois très beau. Maintenant, même le sucre raffiné blanc, il est pailleté, il a un côté quand même assez précieux. Et en le teintant de noir, j'avais justement cette double ambiguïté sur cette provenance. Mais les voyages en bateau, je reviens aussi à ça, étaient quand même évidemment aussi, il y a quand même eu beaucoup de scientifiques qui sont partis dans ces explorations. C'était aussi bien sûr des exploitations commerciales des produits qu'on pouvait trouver outre-mer. Mais il y avait aussi cette histoire historique vraiment botanique de la plante exotique. En fait, le mot exotique, on le trouve chez Rabelais en premier en 1552, qui veut dire la marchandise qu'on ramène d'outre-mer. Donc c'est vraiment un mot au début. Maintenant, il y a une deuxième, qui veut dire un peu curieux, une sorte de curiosité, mais exotique, ça voulait vraiment dire ça au départ. Et les botanistes et les pépiniéristes les botanistes d'abord ont commencé à faire partie des expéditions. Il y a notamment un Rochelet qui a été le compagnon de Humboldt qui s'appelait Aimé Bonpland, qui est pas mal parti justement à la découverte des plantes qu'on ne connaissait pas en Europe à l'heure actuelle. Mais jusqu'à présent, justement, ça a alimenté ensuite on ramenait des graines, on ramenait des rhizomes, mais c'était très compliqué, on n'arrivait pas à ramener des plantes vivantes, et du coup parfois on commençait à avoir des jardins botaniques avec des plantes justement exotiques, mais c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de plantes qu'on n'arrivait pas à faire germer, que c'était compliqué de ramener sous des états de rhizomes ou de graines. Et donc, il y a Nathaniel Ward, qui n'est pas représenté là, hein, mais c'est des photos qui, au 19e siècle, donc là, c'est un peu plus tard, il était botaniste amateur, il était médecin, en fait. Et il était collectionneur de fougères. Et il a découvert qu'en fait, les spores des fougères, en fait, elles se développent mieux dans des tubes en verre, avec de la chaleur dans un endroit abrité. Donc, il a eu l'idée pour ces fougères qui se développait mal à Londres, parce qu'il faut voir que Londres, c'était en 1830 par là, était extrêmement pollué, et donc ces fougères dépérissaient, et il eut l'idée de faire des petites caisses donc en bois avec du verre, donc c'était un peu comme le système de la serre, et que ces fougères se développaient mieux. Et donc on a appelé, il y a des gens qui ont eu l'idée d'en transporter sur des bateaux, donc on voit là, c'est des caisses, on appelle ça des caisses de Ward, du coup, donc c'est un système de caisses avec des vitres au-dessus qui vont être hermétiques, qui vont
permettre de transporter des plantes vivantes sur des voyages au long cours. Comme ça forme un petit écosystème. Et donc, du coup, les plantes vont rester dans une humidité non salée, parce qu'il y avait aussi le problème de l'eau de mer. Et puis, l'eau potable, elle était quand même réservée aux marins, donc on n'allait pas arroser les plantes avec. Donc là, ça permettait de garder ces spécimens. Et d'ailleurs, Nathaniel Ward est resté célèbre parce que en 1830, il a fait faire à des spécimens à lui, il les a emmenés de Londres à Sydney, qui était le voyage le plus long connu à l'époque. Et il y a même eu une tempête, enfin, c'est assez épique, il y a eu une tempête au Cap Horn et tout ça, et les spécimens sont arrivés à bon port à Sydney, et ensuite il a fait ramener justement plein de plantes de Sydney, qui étaient les premières plantes endémiques australiennes à ramener en Europe à cette époque-là. Et à cette époque est née une mode qui, elle, après s'est développée, c'est ce qui a un peu remplacé les cabinets de curiosité dans les intérieurs. Bon, bourgeois, évidemment, c'était réservé à une certaine classe de la population. C'est ce que vous voyez en haut à droite, c'est donc les Victorian Wardian Cases. Donc c'est un mobilier en serre ou en terrarium qui va permettre de cultiver notamment ce qu'on appelait la pteridomania, donc une sorte de mode de la fougère qui s'est beaucoup développée sous évidemment c'est la reine Victoria, voilà. Et donc, ces mobiliers plus décoratifs venaient emprisonner ces petits mondes. Et on reste quand même sur cette idée de collection d'objets rares. C'est vrai qu'il faut quand même voir ça, même si on avait cette idée de les maintenir en vie, c'était quand même une manière un petit peu facile de les maintenir. Elles étaient en petits systèmes fermés. Et donc là, je vous présente donc une pièce que j'ai présentée à Chaumont-sur-Loire. Donc si vous connaissez le château, c'est la salle du Conseil. Et ça m'a beaucoup intéressée, justement, on en parlait hier, parce que donc c'était la princesse Henri Amadée de Breuil, mais au départ, son nom de famille était Marie-Charlotte Constance Say, des sucres Béguincé. Donc on sait d'où vient sa fortune. Voilà, et je voulais faire une évocation justement et de cette époque-là, puisqu'on est à peu près dans les mêmes époques, donc de ce mobilier victorien, de ces bulles comme ça dans lesquelles on enserre des plantes. Mais là, les plantes sont fabriquées en sucre pastillé, donc un sucre qui est préparé à froid, là, avec du jus de citron et un peu de gélatine, et qui va se maintenir comme ça dans des formes. Et là, j'ai imaginé plutôt pour parler de ce côté précieux, magnifique, et en même temps le sucre il dit bien ça. Il y a Gilles Fumet qui est un spécialiste de l'alimentation, un géographe de l'alimentation, a écrit un texte sur les travaux que j'ai fait au sucre, et il dit il faut se méfier du sucre, puisqu'effectivement dans l'apparence même du sucre il y a cette ambivalence même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est beau, ça scintille, et en même temps c'est très mauvais pour la santé, en tout cas le sucre raffiné, et donc c'est pour ça que j'ai voulu les représenter en plantes carnivores. Donc vous avez des représentations de formes que j'ai reprises de vraies plantes carnivores. Justement, historiquement, donc on arrive à quelque chose auquel j'ai fait beaucoup référence, et notamment pour ces travaux-là. Donc, le roman À rebours de J.K. Huysmans, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu. Donc, ça a été écrit en 1884, et il y a une sorte de personnage très misanthrope qui, justement, apparaît pile au moment où les pépiniéristes se sont emparés. Donc, on poursuit cette histoire des plantes exotiques. On les ramène au départ pour des jardins botaniques, mais les pépiniéristes commencent à développer ces plantes issues vraiment de très loin, notamment des sous-bois amazoniens ou en tout cas tropicaux, en France, en Europe et en France, et vont commencer à les développer, y compris dans la région parisienne. Et tout à coup, c'est encore une fois réservé à une certaine classe de la société qui peut avoir de l'argent. On arrive à avoir des plantes qui sont évidemment extraordinaires pour le public français qui avait l'habitude de plantes telles qu'elles étaient plutôt européennes à l'époque. Et c'est pour ça que c'est assez bien décrit. Je vais vous faire une citation parce que de ce roman, parce qu'au départ, donc, Désessinte est ce personnage misanthrope qui va, pendant tout le roman, s'attacher à construire une sorte de maison-monde dans laquelle il va s'enfermer, et chaque pièce est une représentation d'un monde en entier. Et
Au départ, il collectionnait les fausses plantes, donc des plantes fabriquées par l'homme en tissu peinte. Et tout à coup, il tombe sur ces plantes. Donc, c'est vraiment des plantes qui sont très courantes maintenant. C'est des anthuriums, des caladiums, des philodendrons, enfin des choses qu'on connaît tous. Et donc, la citation, c'est « Après les fleurs factices singeant les véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses. Ces plantes sont tout de même stupéfiantes, se dit-il. Puis, il se recula et en couvrit d'un coup d'œil l'amas. Son but était atteint. Aucune ne semblait réelle. L'étoffe, le papier, la porcelaine, le métal paraissaient avoir été prêtés par l'homme à la nature pour lui permettre de créer ces monstres. Et je trouve ça génial. Donc, il y a vraiment cette histoire qu'on veut dominer la nature et finalement, la nature est... Enfin voilà, les plantes arrivent à créer des formes extraordinaires et elles font mieux finalement que les humains. Et j'aimais beaucoup cette ambiguïté parce que c'est des choses aussi en art plastique et en art en général qui questionnent le naturel, l'artificiel, le domestique, le sauvage. Voilà, c'est des notions qui m'intéressaient d'explorer. Et donc là, vous avez les premières plantes que j'ai faites. J'appelle ça des plantes augmentées, c'est-à-dire que j'utilise à dessein des plantes tropicales. Au départ, c'est parce que j'ai constaté que c'est des plantes, évidemment, qui sont... elles ont une résistance aux attaques assez énorme, puisque justement, sous les tropiques en général, je parle des plantes telles qu'elles existent dans la nature, elles ont une force d'adaptation à tout ce qui se passe autour d'elles et aux attaques. Et du coup... en les attaquant d'une manière un peu extrême, c'est-à-dire que ça m'arrivait de les coudre, de leur coller des ajouts à dessin extrêmement synthétiques, donc issus de l'industrie pétrolière, du plastique, de fausses pierres, alors après ça peut être du verre ou des choses comme ça, elles résistaient. Et donc, voilà, vous avez, c'est aussi, donc on en voit, devine, là, c'est celles qui sont cousues de perles en plastique et là avec des fausses pierres en verre. Ça, c'était à Chaumont-sur-Loire. Les premières ont été présentées à Chaumont aussi, en 2010. Oui, c'est ça. Et la première constatation que j'ai eue, donc c'était vraiment inspiré de ce livre des descentes, c'est qu'elle continuait à vivre. Et c'était très important dans mon histoire. C'était que tout à coup, on les rencontre vivantes et en pleine santé. Et donc, je cherche des parfums nouveaux, des fleurs plus larges, des plaisirs inéprouvés. Donc, au départ, ça vient de la tentation de Saint-Antoine de Gustave Flaubert, mais on le trouve, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'on le trouve aussi cité dans ce roman à rebours où des esseintes agissent comme ça sur les plantes. Et je trouvais que ça résumait justement tout ce qu'on cherchait finalement dans la plante et comment on arrivait à ces transformations. C'est-à-dire que pour moi, j'ai appelé ces plantes des phyloplasties, donc philo pour feuille en grec, et plastie comme chirurgie plastique. Et l'idée, c'est de revenir à cette histoire de plantes colonisées, parce que finalement, dans nos sociétés, on a ramené la plante à de l'utilitaire, beaucoup pour, évidemment, on les mange, c'est quand même la source de notre alimentation. On s'en sert pour faire nos vêtements, une grande partie. En tout cas, les plantes, elles produisent aussi beaucoup, en tout cas pour une grande partie, notre oxygène. Donc, elles ont une sorte de fonction, une fonctionnalité, mais on oublie que ce sont des êtres vivants. Et donc, finalement, revenant à cette histoire de la colonisation de certains pays, de certains territoires, en fait, je me disais que c'était aussi des plantes colonisées. Et en plus, en botanique, on peut employer le terme inversé de plantes colonisatrices, justement, pour parler de plantes qui vont arriver en premier, les plantes pionnières sur des terrains un peu chamboulés. Donc j'aimais bien cette ambivalence. Et aussi, ce qui m'intéressait là, c'est un fait qui a été théorisé par deux botanistes américains, c'est Elizabeth Schussler et James Van de Zee, dans les années 80, qui ont théorisé l'idée de plant blindness, c'est-à-dire donc le fait qu'on relègue les plantes dans un deuxième plan. Et il explique par en fait, historiquement, l'humain, très vite, il devait être alerte par rapport à des choses qui présentaient, ou en tout cas à des êtres vivants ou des actions qui présentaient un danger immédiat. Et donc très vite, on a relégué en tant qu'être humain les plantes dans un deuxième plan, parce qu'elles pouvaient représenter un danger si on mangeait une plante évidemment toxique, mais on ne pouvait pas, par exemple, s'il y avait un animal qui surgissait, qui nous sautait dessus, il fallait peut-être y faire plus attention en premier. Et eux, ils ont théorisé l'idée qu'on a très vite, du coup, ensuite relégué toujours les plantes dans un
une sorte de deuxième plan vert, avec plein de verts différents, et que voilà, ça restait derrière, et qu'on a oublié que c'était des êtres vivants à cause de ça. Et aussi parce qu'évidemment, en tant qu'êtres vivants, elles sont extrêmement différentes de l'humain, et que évidemment, c'est pas une source d'empathie, très très directe. Il faut vraiment faire un effort pour avoir de l'empathie envers une plante. Et ils ont expliqué aussi d'ailleurs, on pouvait le constater très vite, c'est-à-dire que quand on demande à un enfant de citer des animaux de la préhistoire, ou en tout cas vraiment des temps anciens, ils connaissent le T-Rex, le tigre à dents de sabre. Après, les plantes de la préhistoire... Déjà, les plantes, maintenant, c'est un peu compliqué. Et aussi, pour revenir à l'histoire de la botanique, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était aussi que finalement, dans l'histoire après actuelle, toutes les plantes extraordinaires que collectionne Des donc c'est un roman qui est assez étonnant, mais qui est vraiment très 19e siècle, avec des descriptions qui font des pages entières, où il y a des listes complètes des plantes, des espèces de plantes qu'il achète. Et toutes ces plantes, finalement, maintenant, on les trouve à Jardiland, on les trouve limite au supermarché, on peut appeler ça des plantes de salle d'attente. Et donc, c'était jouer aussi sur ces notions de... Comment ramener finalement la merveille, comment refaire attention à ces plantes et peut-être s'en préoccuper comme des êtres vivants, et justement peut-être même être choqué par mes interventions, parce qu'au départ on rentrait donc c'était une serre inversée où il y avait 300 plantes, et on voyait pas forcément au départ que les plantes étaient transformées, parce qu'il y avait une masse, et c'était volontairement dans des couleurs là beaucoup plus neutres, beaucoup moins vives que les plantes que j'avais présentées à Chaumont-sur-Loire, et cette ambiguïté faisait qu'on mettait un certain temps à s'en rendre compte. Et donc, c'était justement, parfois les gens disaient, mais c'est horrible, vous maltraitez les plantes. Mais en fait, là, mon but était atteint, c'est-à-dire que tout à coup, on s'en inquiétait comme d'un être vivant et pas comme un objet de décoration. Et c'est là, enfin, qu'arrivent les odeurs. C'est-à-dire que j'avais la chance de rencontrer Aliénor Massenet, donc qui travaille à IFF et qui est née. Et je lui avais parlé, j'étais en train de concevoir ces phyloplasties, et elle m'a dit mais moi ça m'intéresse de travailler là-dessus, parce que c'est vrai que les notions de nature et d'artifice, vous l'avez tous les deux évoqué, en tout cas entre les molécules qu'on récolte directement sur les plantes et celles qu'on synthétise maintenant complètement en 100% en laboratoire, et aussi justement ces notions de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, toute cette ambiguïté-là, elle m'intéressait vraiment, et aussi, finalement, la figure de l'explorateur telle qu'on peut l'entendre de manière contemporaine, c'est justement les personnes qui vont aller chercher des nouvelles molécules, que ce soit ou des nouveaux goûts, ou que ce soit pour la pharmacie, pour le parfum, mais aussi pour la cuisine. Finalement, on trouve toujours des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, encore la nature. Et voilà. Voilà. Puis on avance aussi dans les savoirs. Et donc, Aliénor, on avait travaillé par diffusion d'odeurs. Donc, vous aviez en fait, donc ça, c'est le centre d'art de la Maréchalerie à Versailles. Donc, il y avait une serre à l'intérieur. Donc, voilà, il y avait des plantes augmentées. Voilà, là, il y a une sorte de masse. Voilà, c'était un peu... Et donc, Aliénor Massenet, on avait travaillé sur 2 odeurs. Donc, quand on rentrait dans le centre d'art, avant de rentrer dans cette serre végétalisée, on avait une bonne odeur. Ça sentait le sous-bois humide, un peu les tropiques. Elle était composée à 100% de molécules fabriquées en laboratoire, complètement synthétiques. Et ensuite, on avait une mauvaise odeur à l'intérieur. Ça sentait, justement, on trouvait ça assez drôle de faire une analogie, comme il y avait des faux ongles, des faux cheveux, entre un peu l'atmosphère de chez le coiffeur, mais un coiffeur un peu négligé. Donc, ça sentait un peu le cheveu sale et le plastique. C'était pas très agréable. Et donc là, il y a la formule, elle était faite 100% de molécules végétales, là, naturelles. On avait, c'était grâce à IFF, on avait eu généreusement accès justement à toutes ces molécules un peu précieuses. Donc voilà, il y avait donc gousse de vanille extrait 15%, jasmin absolu 10%, rose absolu 3%, fleur d'orange absolu 2,5%, costus 38%, c'est lui qui était un peu le costus, c'est vétiver essence 23%, mandarin essence 8% et
Polygonum, essence 0,5%. Voilà. Et c'est ce mélange-là, j'aimais beaucoup. Et du coup, c'est aussi cette idée de... c'est grâce à cette installation que j'ai eu envie aussi d'impliquer le corps en entier, c'est-à-dire finalement d'être face aux plantes qui sont... Bon, alors elles sont en pot, mais du coup, on a l'intégralité de leur corps qui est présent avec nous et qu'on est... voilà, face avec notre corps et nos sens. Et c'est vrai que pour ça, l'odeur est assez géniale parce que ça va faire appel à d'autres zones du cerveau et va complètement nous projeter dans un univers voilà, imaginaire augmenté aussi, comme les plantes. Et dans le catalogue, j'ai eu la chance de travailler avec un anthropologue de la nature qui s'appelle Sergio Dalla Bernardina et qui a écrit. Il a beaucoup d'humour. Il travaille justement sur la nature anthropisée, la manière dont on va vraiment faire créer des sentiers, mettre des panneaux partout. En fait, s'approprier, toujours cette idée de s'approprier le vivant végétal pour le domestiquer finalement, parce que le sauvage, il nous fait toujours un peu peur quand même si c'est pas la forêt de Guyane, mais celle qui est juste au bout. Elle touche par exemple à l'opposition fondamentale, dans la vision du monde occidental, entre le domestique et le sauvage. Pour représenter l'univers végétal, l'artiste a choisi des espèces tropicales, celles-là même que les ancêtres des ethnologues, les membres de la Société des observateurs de l'homme, ramenaient de leur voyage et mettaient en culture, entourés de tous les soins, dans leur jardin botanique. Mais aujourd'hui, privées de leur aura tropicale et reproduites à l'infini, ces mêmes plantes exotiques constituent ce qu'il y a de plus courant, de plus ordinaire. Casanières, pantouflardes, bourrées d'engrais chimiques, elles sont aux plantes sauvages ce que le caniche est aux fauves. Comment leur restituer l'exotisme perdu ? En poussant la domestication à son extrême. D'un côté, Karine Bonneval domestique le naturel, en le tirant par ses prouesses chirurgicales du côté de la culture. De l'autre, par cette artificialisation, elle le repousse vers l'altérité. L'altérité des plantes, c'est un paradoxe, est produite par leur humanisation. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que cette exposition à la maréchalerie, elle est un peu ancienne maintenant, elle date de 2012, mais elle est très importante justement parce qu'elle est une bascule dans ma pratique. Parce que, en fait, en 2012, j'ai participé dans le cadre de cette exposition, il y a des rencontres qui s'appellent les débats manèges à Versailles, où j'ai eu la chance d'intervenir avec Gilles Clément. On ne présente plus, mais Karen Houle également. Et Karen Houle, elle est philosophe de l'éthique, donc c'est cette collègue de Michael Marder, elle est philosophe de l'éthique de la plante. Et donc, donc je vous parle de ça en 2012, hein, donc ça date un peu, c'était avant toutes les pléthores d'ouvrages qui se sont développés sur voilà, les végétaux plus ou moins justes, mais bon, bref, après ça, on va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, elle interrogeait la plante justement en tant qu'être vivant et dans son comportement et dans nos relations à la plante, ça m'a vraiment transformée. J'avais déjà un peu la puce à l'oreille dans l'histoire de la botanique, mais encore une fois, c'était vraiment plutôt les pratiques de jardin, finalement, de culture de la plante qu'on mettait en jeu dans ces livres. Et tout à coup, interroger la plante en tant qu'être, j'avoue que c'était vraiment la première fois. On a eu plein de discussions et je trouvais ça vraiment étonnant. Et c'est de cette époque que date cette pièce qui s'appelle Tropique domestique, où là, c'était vraiment très ironique, c'est-à-dire que quitte à utiliser les plantes, parce qu'à l'époque, il y avait carrément des pubs... achetez cette plante, elle va purifier votre air dans votre appartement. C'est-à-dire que non seulement elle est jolie, mais en plus elle vous produit de l'oxygène. Donc on est vraiment toujours, même dans les plantes qu'a priori on ne mange pas, où là évidemment on a un rapport voilà, de consommation directe. Même dans les plantes tropicales, mais dites d'appartement maintenant, on se retrouve dans cette utilisation. Donc là je les avais réduites, genre gel hydrique, les plantes vraiment conditionné dans des tout petits, puis ça correspondait aussi au fait d'avoir sa petite plante dans son tout petit studio pour avoir un peu d'oxygène dans l'air pollué de la ville. Enfin, je trouvais ça un peu... Voilà. Et c'est là, grâce à Karen Houle, qui reste toujours une philosophe avec qui je suis en contact, même si elle habite à Guelph, en Ontario, donc on se voit, mais assez rarement. Ça m'a donné l'idée quand même d'aller à la rencontre de scientifiques qui vont interroger la plante et comment elle va vivre et interagir avec son environnement. Et c'est là que j'ai rencontré donc des scientifiques, surtout en écophysiologie végétale. Et on revient au nez, parce que finalement, la première écophysiologiste végétale que j'ai rencontrée, c'est Claire Damzin. Donc elle est chercheuse à l'Université Paris-Saclay. Et elle m'a dit, tu vois cet arbre-là, eh bien en fait, il est en train de respirer. Là, maintenant, avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est comme toi, il respire. La différence, c'est qu'effectivement, nous, on a des poumons pour concentrer cet air et l'expirer.
Et en fait, l'arbre, lui, il va exhaler en continu. C'est-à-dire qu'on pense toujours, on apprend toujours, encore une fois, pareil, parce que ça nous sert, que l'arbre, c'est une usine à production d'oxygène. Mais pas du tout. L'arbre, d'ailleurs, c'est ce qu'étudiait Claire à l'époque. Une forêt en mauvaise santé, notamment certaines forêts à proximité de grandes agglomérations, c'est-à-dire Paris, elle étudie des forêts, la forêt de Fontainebleau. Une forêt dépérissante, parce que la pollution l'affecte, va produire plus de CO2 à l'année que d'oxygène. Parce que, évidemment, tous les êtres vivants produisent aussi du CO2. Et donc, l'arbre, lui, va produire du CO2 par tout son organisme, c'est-à-dire le CO2 va sortir des feuilles au tronc jusqu'aux racines. Et donc, il mesure ces taux de CO2. Et très vite, j'ai beaucoup aimé cette idée. Les écophysiologistes travaillent dans la forêt sur le terrain, ils mesurent directement sur l'arbre, donc c'était très facile à appréhender pour une néophyte comme moi. Moi, j'ai fait des études d'art. Et il y avait cette histoire de chambre. Donc, ils mettent une chambre, c'est-à-dire une petite caisse en plastique sur un tronc, et ils vont l'étanchéifier avec une sorte de pâte, et ils vont mesurer à l'intérieur de cette portion de tronc le taux de CO2 qui est concentré dedans. Et donc, ça va leur permettre de voir justement combien de CO2 sort. Ils font après un calcul par rapport au tronc. Et ils appellent cette petite boîte en plastique une chambre. Et donc, avec Claire, ça m'a donné l'idée de créer donc une... Marielle Massé, dans son ouvrage Respire, parle de conspiration. Et j'aime bien cette idée-là, de respirer avec, dans le premier sens du terme, en fait. Conspirer, c'est respirer avec. Et là, l'idée, c'était finalement... Voilà, je trouvais enfin quelque chose, après avoir travaillé sur ce qu'on avait, la manière dont on avait un peu utilisé les plantes, qu'est-ce qu'on avait en commun? On respire. Ça, voilà, moi, ça c'est quelque chose de réel. Et donc, on a créé ce projet qui est un film qui s'appelle Dendromité. Donc, dendro, encore une fois, la racine latine de l'arbre, et mité pour intimité. Donc, c'est une chambre d'intimité qu'on a créée autour d'un tronc, qu'on a équipé d'une cloche qui va concentrer le CO2. Et j'ai trouvé une caméra en fait thermique, donc une caméra très technologique, qui sert normalement à détecter les fuites de gaz dans les entreprises. Donc, le technicien vient, injecte du CO2 dans les tuyaux, et il voit littéralement le CO2 s'échapper du trou. Donc, rien de très artistique là-dedans. Et nous, on s'en est servi. Donc là, je vais vous montrer un extrait, mais là, vous voyez les images telles qu'elles sortent de la caméra, en position, voir le CO2. Donc vous avez donc Claire Damzin, la scientifique, qui respire. Alors, la conspiration, là, avec l'arbre, il exhale tellement peu de CO2 sur une surface donnée qu'on a été obligé de le concentrer pendant 24 heures pour avoir assez de taux de CO2 détectable par la caméra. Et là, vous voyez, nous, évidemment, une fois, on expulse ce CO2 qui fait une masse incroyable. Donc voilà, là, il n'y a aucun trafic d'images. Hein, donc évidemment, on n'a pas vraiment pu conspirer, on a respiré en alternance, parce que sinon, le CO2 dégagé par l'arbre est très petit. Mais c'est à ce jour le seul exemple de conspiration avec l'arbre. Voilà. 24 heures. Alors on a détourné des cloches à salade parce que les chambres, la caméra détecte le CO2 en mouvement. Et évidemment, il fallait qu'on puisse actionner. Normalement, c'est des chambres dures, mais là, on a pris des cloches à salade parce qu'elles avaient la même fonctionnalité, mais en même temps, en les pressant, ce qui donne un truc un peu étrange d'ailleurs sur le tronc. On dirait des sortes de tétons qui sortent. Ça. Donc c'est un film qui dure 9 minutes avec une composition sonore d'un musicien, Jean-Michel Ponty, qui a travaillé à partir de bois. Donc c'est uniquement des instruments en bois ou du bois préparé en résonance pour accompagner. C'est un film expérimental. Hein. Avant d'arriver à d'autres points communs, il y a un point qu'on n'apprécie pas trop en tant qu'humain et pourtant qu'on partage justement dans l'air quand on parle de respiration, ce sont les pollens allergènes. D'ailleurs, c'est un peu de saison. En fait, les pollens qu'on dit allergènes sont avant tout des pollens anémophiles, c'est-à-dire ceux qui sont portés par le vent. Il y a toute une partie qui sont portés par les insectes, donc on les appelle les entomophiles, mais les anémophiles sont portés par le vent. Et il s'avère qu'en plus, moi je travaille avec un scientifique qui s'appelle Nicolas Vizet, qui travaille au laboratoire Lazir à l'Université de Lille, c'est que le pollen est beaucoup plus allergène maintenant à cause de notre propre pollution, encore une fois. C'est-à-dire que le taux, nous, on est plus sensible à la pollution, donc déjà, on est plus fragile à cause de cette pollution aussi. Mais en plus,
le taux de CO2 qui augmente à cause de la pollution, ça booste les arbres. Et évidemment, comme c'est une pollinisation pas dirigée comme avec les insectes, il faut qu'ils en envoient des tonnes. Mais alors là, avec le CO2 qui explose aussi dans l'air, ils en envoient encore plus qu'avant. Et en plus, la pollution, et c'est ce qu'étudie particulièrement Nicolas, la pollution va faire des particules fines, donc plus grosses quand même que l'air, évidemment, que les gaz, et va se coller aux grains de pollen qui, avant tout, sont quand même des véhicules assez merveilleux. C'est-à-dire que c'est plutôt des petits vaisseaux très résistants, justement, qui vont permettre de transporter, évidemment, le capital génétique, mais aussi, il y a des protéines, il y a des minéraux, il y a plein de choses à l'intérieur de ce pollen qui, quand même, normalement, une carapace très étanche, parce que ça vole, donc ça va être très résistant. Mais le problème, c'est que la pollution fait des trous dans ces pollens, et c'est l'intérieur du pollen qui est très allergène. Donc en fait, on est de plus en plus allergique aussi à cause de ça. Et donc j'ai repris le problème à l'envers. Je me suis dit, c'est dommage parce que c'est magnifique les pollens quand on les regarde au microscope. C'est quand même normalement un véhicule qui est censé transmettre la vie et pas la maladie. C'est quand même un peu paradoxal quand on arrive à être malade de choses qui ne sont pas prévues pour rendre malade. Et du coup, non seulement en laboratoire, on ne peut pas les observer parce que ça produit beaucoup d'électricité statique. Donc en fait, le pollen, c'est un peu compliqué à regarder. Pour les gens allergiques, on doit les regarder sous des hottes, avec des masques, dans des boîtes et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Alors que c'est très beau. Et pour moi, maintenant, l'idée, c'est aussi de revenir à ça. C'est que pour comprendre vraiment l'articulation qu'on a en tant qu'être humain avec les plantes, peut-être qu'il faut qu'on revienne à redécouvrir qui elles sont. Et donc, le pollen, j'avais l'idée de trouver comment on pouvait le découvrir. Et donc, ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai présenté à Chaumont l'année dernière à la Zinerie. Donc, c'était une sorte de prairie, donc des sortes de fleurs géantes imaginaires, et qui sont, on revient à la chromatographie. Donc, chaque fleur sont donc il y en avait 13, c'est 13 graminées et arbres allergènes. Donc, ça vient d'une banque de pollen allergènes qui m'a été fournie par Nicolas Vizet. Et donc, les pollens que j'ai eus, donc c'était dans des tout petits tubes comme ça, j'en ai fait des chromatographies sur papier. Donc, ce procédé coloré a été inventé par Pfeffer dans les années 50. C'était le chimiste qui travaillait avec Steiner sur la biodynamie et qui l'avait mis au point au départ pour analyser des sols de manière visuelle, justement, avant les outils informatique et tout ça, qui permettait d'avoir une lecture donc en cercle concentrique. On voit il y a un centre, la solution, donc normalement on dilue du sol avec une solution avec un tout petit peu de soude, et le papier est préparé comme du papier argentique, l'ancien papier photographique, c'est-à-dire qu'il va devenir photosensible grâce à une solution très dilée de nitrate d'argent, et la solution va remonter par capillarité sur le filtre, d'où ces effets d'iris ou de coupe d'arbres, enfin ces effets très organiques et colorés. Et évidemment, les composés chimiques, moi je les détournais pour m'en servir sur le pollen. Et donc les composés qui sont inclus dans le pollen vont réagir à cette solution acide basique et vont se développer en une sorte de gamme chromatique que je trouve très belle et qui va être aussi unique, c'est-à-dire que les 13 sortes de plantes et arbres présentés dans cette installation sont toutes différentes. Et c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est que tout à coup, pas besoin d'outils, là on peut les voir comme ça. Et les rideaux sont aussi une autre transformation. Donc là, je vous ai mis l'image qui a servi. Donc c'est une image que j'ai faite au microscope confocal. Et c'est l'image d'une boîte de pétri dans laquelle j'ai mis du pollen de bouleau, parce que Nicolas étudie principalement le bouleau. Là, c'était avec des larmes. Donc en fait, l'idée, c'était de faire En fait, il y a un autre scientifique avec qui je travaille qui s'appelle Matthias Rillig à Berlin, qui a théorisé ces rencontres en fait entre des biotopes très spécialisés qui vont se rencontrer. Ça arrive tout le temps dans la nature. C'est genre la feuille d'arbre qui tombe dans l'eau, par exemple. Et il va observer en boîte de pétri, parce que c'est très pratique pour nous, cet endroit fini. Est-ce que des cohabitations se font ou au contraire des luttes? Enfin, comment s'organisent ces colonies de micro-organismes qui sont a priori qui ne vivent pas ensemble. Et donc là, c'est des pollens de bouleau. Donc vous voyez ces petits ronds un peu rouges qui ont justement libéré tout ce qui est à l'intérieur avec ce qui s'est passé dans les rencontres. Alors après, je ne maîtrise pas. C'est là où moi s'arrête mon action. Je ne suis pas scientifique. Et ce n'était pas l'idée. C'était plutôt au contraire de donner à voir ces choses qu'on ne voit pas. Voilà. Et donc j'en ai fait des rideaux.
Nicolas, il travaille beaucoup sur un concept qui est relativement récent, mais qui tombe sous le sens quand on en parle, mais avec des scientifiques qui pensent en silo, puisqu'on est obligé d'être super spécialisé dans son domaine. C'est un peu compliqué, c'est l'idée, le concept de One Health. C'est-à-dire que finalement, si on prend soin du monde qui nous entoure, forcément, l'humain, au final, va être en meilleure santé. Voilà, l'histoire de la pollution en est un exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend soin des autres êtres vivants qui nous entourent, par répercussion, c'est bénéfique pour nous. Donc là, l'idée, c'est de faire un banquet de pollen. Donc on est parti, alors on a beaucoup déliré avec Nicolas, ça fait 4 ans que je travaille avec lui. Donc l'idée, c'est d'arriver au but ultime, ça serait d'arriver à manger ce pollen allergène. Alors, on fait des tests avec l'Institut Pasteur, on a discuté avec lui au téléphone, il a un scientifique associé à Pasteur. Et la cuisson longue dans un four type cuisson de cake, très banal, finalement, a priori, on n'a pas encore testé. On l'a fait que sur des pollens entomophiles, donc les pelotes de pollen qu'on trouve en Biocoop, donc récoltées par les abeilles, qui ont bien travaillé pour nous. Mais l'idée, c'est de mélanger à des préparations du pollen pour qu'on puisse les manger. Et c'est assez marrant parce que le pollen, ça a vraiment un goût très très fort. Et effectivement, ça garde ce goût très singulier. Parce qu'évidemment, le goût... c'est aussi avant tout une affaire donnée. Et donc l'idée, c'est que là, on va aller récolter des pollens dans des prairies alentours, on va les regarder au microscope, on les dessine, on part aussi d'ouvrages scientifiques et on va réaliser, donc vous voyez, ça je l'ai fait avec une classe de BTS de paysage, donc on fait des ateliers là-dessus, donc on a réalisé, enfin ils ont réalisé, parce que là c'est pas moi, ces modèles de pollen agrandis, à peu près comme ça, et ensuite on a fait des moules alimentaires, on a préparé des cakes et on a fait un banquet justement en hommage à ces pollens. Donc c'est des sortes de pollen géants et comestibles pour voilà. Et pour revenir aux pollens portés par les insectes, donc entomophiles, je me suis beaucoup intéressée à l'ouverture de fleurs nocturnes. Parce qu'il y a toute une catégorie de plantes, donc il y a les onagres, les hippomées reines de la nuit, il y a les mirabilis, donc les belles de nuit. En fait, ce sont des plantes qui vont s'ouvrir la nuit, le tabac ailé aussi, et qui vont avoir des stratégies justement. Alors, c'est des stratégies de l'évolution. Quand je parle de stratégie, c'est pas la petite plante qui s'est dit alors je vais faire un truc. Mais en tout cas, il y a eu des coévolutions qui ont fait que effectivement, ce sont des plantes qui vont avoir des couleurs pas forcément très vives, plutôt dans des registres blancs ou jaunes. Bon, la mirabilis, elle peut être rose aussi, mais c'est des plantes qui vont être très réactives à la lumière de la lune, notamment. En fait, elles vont être très luminescentes et elles ont une capacité de renvoyer des lumières UV. La mirabilis, les deux mirabilis, la jaune et la violette en bas, je les ai faites avec une lampe UV qui reconstitue la vision des abeilles. Et en fait, il y a plein de pollinisateurs aussi, notamment les pollinisateurs nocturnes, donc certains papillons en France, ça peut même être des chauves-souris dans certains pays, qui vont au contraire beaucoup plus capter ces luminescences-là. Et je trouvais ça assez extraordinaire, et notamment justement parce qu'elles vont avoir cette stratégie d'augmenter leur luminosité à la lumière nocturne, aussi exhaler des parfums justement pour pouvoir encore une fois être pollinisées. Elles vont aussi, notamment le tabac ailé, il va commencer à vraiment, l'odeur est incroyable le soir. Et l'onagre, là, on va revenir à cette idée de se planter. Ce qui est très différent pour les plantes, c'est la notion de temporalité, puisque finalement, la plante, puis plus ça va, plus on s'accélère. Mais la plante, elle a un temps donné, même d'adaptation, qui est de plus en plus séparé de notre temps de vie, nous contemporains. Et il y a un temps qu'on peut quand même parfois partager avec les plantes, notamment sur les onagres, c'est qu'on peut les regarder s'ouvrir. Alors, c'est un peu long, ça met 35-45 minutes, ça dépend de la saison, de la plante et tout ça. Mais je trouvais ça assez étonnant. Donc, j'ai construit ces sortes de tapis justement pour se planter. Donc, l'idée, c'est d'être pieds nus, normalement dans l'herbe. J'ai fait différentes versions où on regarde et on sent le tabac ailé, on regarde ces plantes. Et ça revient aussi à une tradition. En fait, il y avait une tradition, notamment en Asie, donc en Chine, au Japon et en Inde, sur les jardins au clair de lune. Donc, c'est des jardins construits par l'homme, où il y a toujours un plan d'eau qui va déjà refléter cette lumière, mais on va avoir à cœur justement d'avoir des plantes qui ne sont pas forcément très spectaculaires de jour, mais qui vont tout à coup exhaler tous ces parfums, mais aussi avoir toutes ces couleurs luminescentes qui vont se développer la nuit, et donc on va les visiter au clair de lune. Et j'aimais bien tout à coup, donc il y en a
en a un au Taj Mahal. Et autrement, apparemment, là j'ai pris vraiment des ressources parce que ça je connais pas. Apparemment, il y en a encore un au Japon aussi à Tokyo. Et en fait, c'est une pratique qui se faisait entre le 8e et le 12e siècle. C'est vraiment des pratiques qui ont été conçues bien avant que les scientifiques découvrent toutes ces propriétés. Et l'onagre aussi, par rapport aux perceptions de la plante qu'on peut avoir en commun, j'aime beaucoup cette plante parce qu'il y a des scientifiques de Tel Aviv qui ont montré qu'elle avait la capacité de réagir au son. C'est-à-dire que cette forme réagit, elle a une forme très, très symétrique avec des grands pétales qui agit comme une sorte d'antenne. Et donc, elle réagit au son des pollinisateurs. C'est-à-dire qu'elle va mettre 2 minutes à percevoir le son d'un pollinisateur qui vient. Et on le sait parce qu'en fait, en 2 minutes, elle augmente son taux de sucre dans son nectar de 10%. Parce que c'est la manière d'attirer le plus possible des animaux pour être pollinisés. Et donc, je trouve que justement, dans cette idée de ce qu'on a en commun, eh bien oui, les plantes aussi perçoivent les sons. Voilà. Donc, elles perçoivent les odeurs et elles perçoivent les sons. Et pour en revenir à ce côté plus technique, je ne vais pas vous expliquer tous ces dessins, mais il y a beaucoup de chercheurs justement qui s'intéressent à ces composés. Donc on appelle ça les composés organiques volatiles, et il y en a plein. Et c'est justement tous ces signaux qui vont être émis par les plantes. Alors soit parce qu'elles vont être attaquées, donc c'est des réactions. Je ne peux pas dire que c'est une volonté de la plante d'émettre des signaux. C'est vraiment des choses qui vont être émises par. Mais le schéma ici, il est assez intéressant, c'est qu'en haut, vous avez ces petites soies qui sont sur les plantes à la surface des feuilles, qui vont être des portes d'entrée et de sortie de ces composés organiques volatiles. Et en bas, où il y a le B, c'est ce qu'on appelle les stomates. Donc en fait, au microscope, on les voit assez bien. C'est des sortes de petites bouches qui s'ouvrent et qui se ferment et qui sont vraiment la porte d'entrée vers l'intérieur de la plante et qui va réguler notamment son taux d'hygrométrie. Ça va lui permettre aussi de se fermer s'il fait trop sec et de s'ouvrir pour absorber l'humidité. Mais ça va être les portes d'entrée de ces COV et évidemment, la plupart des organismes terrestres s'en servent. Et il faut voir que ces signaux émis, notamment par les insectes, sont lus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une émission par les plantes, les insectes et plein d'êtres vivants. Il y a une réception comme des sortes de messages, comme une sorte de langage. Mais ce n'est pas un langage conscientisé, c'est vraiment un langage qui est émis par la plante. Quand elle est blessée, elle va produire une hormone qui va pouvoir faire réagir les plantes parce que ces plantes vont percevoir ce signal chimique. Mais en même temps, il y a aussi des plantes qui vont tricher dans le sens où elles vont reproduire des odeurs qui vont faire penser, notamment la Rafflesia par exemple, qui sent la viande pourrie parce qu'elle se fait polliniser par les mouches. Et donc, elle va attirer les mouches par cette bonne odeur pour la mouche de viande en décomposition, ce qui, pour un parfumeur, j'imagine qu'on emploie assez peu la Rafflesia. Quoique, vu la civette, ça a l'air de à petite dose. Donc, ça forme un réseau de communication, mais pas... C'est une forme de langage qui est lu, évidemment. Les plantes vont du coup analyser des langages d'alerte, par exemple d'arrivée d'un prédateur ou n'importe quoi, mais c'est pas conscient, c'est vraiment des réactions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc c'est de l'information, mais c'est de la désinformation, parce que finalement, ce qui passe, c'est pas seulement des messages justes, ça peut être aussi des leurres, donc ça commence à devenir compliqué. Et aussi que là, dans cette étude, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est que j'ai cherché, justement, je me suis dit, mais alors les plantes, c'est quoi l'équivalent du nez? Parce que c'est ce que j'essaye de trouver. Et il faut voir que c'est compliqué, parce que la plante, vous vous en êtes rendu compte, elle a donc pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de bouche, pourtant elle perçoit la gravité, la limite de son corps, elle perçoit certaines couleurs, elle perçoit les ombres et les lumières, elle perçoit les sons et elle perçoit les odeurs. Donc elle a toutes ces compétences, mais qui sont à l'échelle de l'organisme en entier. Et c'est là où aujourd'hui la science, elle bute. Donc le dernier article que j'ai trouvé, qui date de 2022, et donc j'ai ces deux Italiens, Francesco Loreto et Sabato D'Auria,
En fait, ils disent que la plante, elle a des récepteurs encore inconnus. Donc, en fait, tout un article. Donc, voilà, ils ont tous ces sortes de schémas très compliqués pour dire comment la plante émet des choses, comment ça s'attache à certaines protéines pour être véhiculées aux organes percepteurs. Mais en fait, on ne sait pas encore trop encore où se trouve le nez des fleurs. Par contre, ça, c'est... Voilà. Et c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est là où l'art peut intervenir, c'est justement quand on est dans cet interstice un peu inconnu. Mais pour revenir aux scientifiques, donc il y a des terpènes, par exemple, ça fait partie des odeurs qu'on peut sentir des plantes, et on peut même les voir. Il y a un terpène, l'isoprène, par exemple, c'est celui qui va former une sorte de brume bleue au lointain, sur les collines ou les montagnes, et ça, c'est une molécule émise par les plantes. Et Emanuele Coccia, dans La vie des plantes, une métaphysique du mélange, il dit que c'est d'abord un attracteur. Au lieu d'aller vers le monde, elle attire le monde vers elle. On est toujours sur cette idée d'immobilité. Évidemment, l'odeur, en tout cas les gaz émis, sont aussi une manière pour elle de vivre. Et en fait, c'est Baldwin Kaiser et Alichke qui, les premiers en 83, ont été sur la canopée des arbres pour... évidemment, constater cette histoire que les plantes réagissent en cas d'attaque d'insectes. En fait, c'est assez récent finalement dans l'histoire de la science qu'on voit qu'il y a un processus actif et qui peut être contrôlé par la plante de ces émissions de gaz. Et d'ailleurs, j'en ai reparlé dernièrement avec... je travaille avec un laboratoire qui est l'INRAE Piaf, donc qui travaille justement sur la manière dont les arbres perçoivent leur environnement et sur les flux. Et Bruno Moulia, qui est l'ancien directeur, a beaucoup travaillé justement sur les perception de la plante. Et là, Eric Badel, moi avec qui je travaille plus directement, m'a dit qu'il était en train de réétudier toutes ces histoires de COV parce qu'on n'est pas si sûr de nous là-dessus. On est en train de revenir sur pas mal de l'histoire des récepteurs inconnus. En même temps, ce qui est assez intéressant, c'est cette idée, vous savez, des bains de forêt finalement. Ça a commencé au Japon, mais il y a réellement déjà des terpènes qu'on peut sentir. Donc moi j'ai noté qu'il y avait, tu me corrigeras, le D-limonène pour les épines de Douglas par exemple, qui sentent la citronnelle. Mais le D-limonène, c'est le constituant principal de l'essence d'orange. Voilà. À 80% dans l'orange. Donc... Et donc, le pin Douglas, qui est beaucoup planté en plantation, voilà. Il y a l'alpha-pinène, donc le pain, ça vous l'avez tous expérimenté, et le bêta-pinène, et lui c'est plutôt le basilic et l'aneth apparemment. Mais on trouve dans tous les agrumes. Ok, voilà. Et donc ça, évidemment, l'intégralité des COV, il y a plein de messages que donc ces composés organiques volatiles que notre nez n'arrive pas à percevoir. C'est des messages qui sont perçus justement par d'autres organismes non humains, ou peut-être qu'on les perçoit, mais à un niveau en tout cas pas en termes de nez directement, je pense. Si ? Mais on les analyse pas, quoi. Voilà, on est encore dans le on ne sait pas, c'est ça, j'adore. Et mais on a constaté quand même que tous ces odeurs, ces effluves, ces terpènes en forêt ont une tendance aussi à nous calmer. Là, il y a vraiment des scientifiques. Moi, je fais partie d'un groupe de recherche qui s'appelle Rebelle, qui est à cheval sur l'Université de Bourgogne et l'Université de Brest, qui travaille justement sur l'idée de l'être humain, comment on interagit avec, quand on est en forêt, immédiatement on se sent mieux. Et il y a pas mal d'études qui montrent que quand même, ces odeurs agissent sur les deux systèmes nerveux qu'on a. Donc, le parasympathique qui régule les fonctions de régénération et de détente du corps, et le sympathique qui, en fait, lui, va inhiber le système, ces terpènes vont inhiber le système nerveux sympathique. C'est celui qui, au contraire, nous permet de fuir. Donc, en gros, effectivement, quand on est en forêt, a priori, on est un peu plus détendu, et c'est grâce aux odeurs, principalement. Voilà. Et donc, j'ai créé cette pièce qui est aussi assez drôle, c'est que je me suis dit, d'accord, alors faire des câlins aux arbres, c'est sympa en forêt, mais alors quand on est en ville, c'est un peu ridicule, quoi. Et donc, j'ai fait ces sortes de petites cahutes donc, j'ai pris un mot allemand, umarmen, parce qu'il y a vraiment cette idée d'embrasser dans cette idée de bras. Et l'idée, c'est que on est un peu dans le noir, donc on peut vraiment se mettre la tête contre l'écorce et sentir cette odeur. Et en même temps, pour le spectateur, on a un peu une sensation d'intimité. Et en même temps, ce qui est assez drôle, parce que là, c'est à Carjean-Jardin, il y avait réellement une statue de centaure. C'est qu'on a une impression comme ça d'un être mi-humain, mi-arbre, que je trouvais assez drôle pour les gens qui passent. Après, voilà.
Mais la vie de la plante, elle ne se passe pas que dans l'air, elle se passe aussi dans le sol. Et très vite, en fait, je me suis intéressée à ce milieu parce que je trouve que c'est un milieu qui nous est complètement étranger, parce qu'en tant qu'être humain, pour voir ce qui se passe dans le sol, on fait des trous. Donc on le détruit. Même l'eau, à la limite, si on plonge dans l'eau, ça se referme sur nous. Le sol, on doit faire un trou. Et même les pédologues, donc les scientifiques qui étudient le sol, c'est ce qu'ils font. Ils font des carottes, ils sont obligés... En fait, on détruit pour analyser, donc c'est un peu problématique. Évidemment, les racines, elles font leur vie à l'intérieur de ce système. Et donc, j'ai très vite travaillé là avec plutôt l'idée du son, donc avec une bioacousticienne, pour travailler sur l'idée qu'au départ, je voulais entendre des plantes qui poussent. Mais évidemment, c'est très lent. Ça l'a un peu fait rigoler, justement. Je dis oui, bon, alors tu vas avoir un petit crack tous les 2 jours. Ça va pas être très palpitant. Puis elle m'a dit, par contre, peut-être, moi, j'ai un capteur qui m'a servi pour enregistrer les fourmis, parce que les fourmis ont un langage. Elles font du bruit pour communiquer entre elles. Elles n'envoient pas que des odeurs, justement. Elles ont aussi un langage articulé, en tout cas sonore. Et peut-être qu'on pourrait s'en servir pour entendre si le sol fait du son, dans le sens s'il y a de l'activité d'invertébrés. Parce que la couche supérieure du sol, évidemment, il y a tous les êtres que vous connaissez, donc comme les vers de terre et tout ça, mais il y a aussi plein de détritivores, les colamboles, bon, il y a plein de larves aussi, plein de choses qui vont faire, et notamment un sol naturel en bonne santé, un sol non traité, va être plein de ces organismes qui vont en fait littéralement fabriquer la terre finalement. Et donc une terre, on partait encore de cette histoire qu'une terre en bonne santé, c'est une terre qui fait du bruit. On aimait bien cette idée. Et donc ça marche très très bien. Et en fait, j'ai bien aimé l'idée d'écouter le son parce que c'est vraiment ce que les gens font. C'est-à-dire que les sons sont enregistrés, sont dans des céramiques, oui, qui ont le pouvoir d'amplifier les sons. C'est des enceintes inertes, la céramique a cette propriété. Et les gens, par contre, le son est volontairement assez bas. Et donc les gens vont devoir se pencher sur les pièces pour les écouter et sentir, parce que je mets ça sur des gros lits de terre. Alors on déploie des centaines de kilos de terre pour les installations qui peuvent être assez grandes. Et donc pour les écouter. Alors j'ai mis un petit extrait, mais vous allez devoir prêter l'oreille parce que le son n'est pas très fort, je crois. Ah, peut-être que c'est mieux qu'hier. C'est le maximum qu'on a pu avoir. Je sais pas si vous entendez ce tout petit crépitement. Alors, ce petit crépitement, parce qu'au départ, je l'ai fait chez un scientifique qui élevait aussi des colamboles pour étudier, parce que les colamboles mangent les fungi, donc lui, il étudie beaucoup les fungi. Donc le mycélium, ce qui produit les champignons. Les colamboles, donc c'est des tout petits insectes des invertébrés, sauteurs qui font 1 ou 2 millimètres. Il y en a partout dans le monde, en fait, on les trouve très facilement dans la terre. C'est un des premiers intervenants. Et comme ils sautent, ce qu'on entend, c'est le déplacement des invertébrés. Mais ça m'a amené à me pencher aussi là-dessus, parce qu'en fait, dans les sols, il y a aussi des bactéries. Et il y a Mycobacterium vaccae, par exemple. C'est en 2007, en fait, c'est Chris Lowy, un neurobiologiste, qui a montré que cette bactérie libère 2 neurotransmetteurs. La sérotonine, donc l'hormone dite du bonheur, qui est synthétisée dans l'intestin, et la dopamine, qui est synthétisée dans le cerveau. Alors, en fait, l'idée, c'est que finalement... Quand on travaille la terre et tout ça, il ne faut pas mettre de gants, c'est ce que lui prône. C'est-à-dire qu'en fait, travailler la terre et peut-être en manger un peu, en fait, ça contient aussi des microbiotes qui sont bénéfiques et mentalement, mais aussi pour notre microbiote intestinal. Et que tout à coup, on se rapproche de cette terre, on commence à la manger un petit peu. Voilà. Et aussi, il y a une bactérie que j'aime beaucoup, c'est la géosmine. Et la géosmine, c'est l'odeur de la terre. Et alors ça, c'est pareil, dès que vous commencez à bouger la terre, vous la sentez, cette odeur, donc on va dire cette bonne odeur. Enfin, moi, je trouve une terre justement qui est en mûre, en bonne santé, tout ça, elle va sentir cette bonne odeur. Et en fait, donc c'est aussi une odeur qu'on dit sémiochimique, donc qui envoie des signaux aussi, parce qu'en fait, il s'avère que la bactérie qui donne cette odeur-là, donc c'est Streptomyces coelicolor, elle a besoin, pour produire ses spores et pour se reproduire, d'être remuée. En fait, elle produit cette bonne odeur pour que
on la remue et pour qu'elle puisse se reproduire. En fait, c'est un développement à double. Et c'est pour ça que les sangliers vont aussi fourrager dans le sol et tout ça. Et c'est pour ça qu'on aime bien jardiner, en fait. C'est qu'en fait, cette odeur, elle produit du bien-être et tout ça. On a vu aussi que ça augmentait les taux de sérotonine et tout ça. C'est qu'en fait, c'est utile à la bactérie qui la produit. Donc voilà. Donc j'ai commencé à faire au son d'écouter la terre, donc avec ces céramiques. J'ai travaillé avec des cuisiniers, des cuisinières, aussi des fermes avec du maraîchage, à travailler parce que la terre, finalement, c'est aussi ce qui donne le goût aux légumes qui poussent à l'intérieur et aux fruits. C'est-à-dire qu'évidemment, selon les endroits où on les fait pousser, on n'a pas forcément le même goût d'une carotte ou d'un poireau. Et donc, on a travaillé sur des préparations culinaires comestibles, qui ressemblent à de la terre, mais qui sont dégustées à l'aveugle. Donc, les gens prennent des petits bols en céramique et vont sentir, toucher et goûter. Et après, bon, évidemment, je peux répondre aux questions. Je demande avant s'il n'y a pas d'allergie. mais voilà. Et donc, c'est cette idée aussi de commencer à travailler autour de manger la terre. Parce que ça paraît comme ça un peu étrange, mais c'est finalement une des choses que fait la plante. C'est-à-dire que la plante, elle est autotrophe, elle va produire sa propre nourriture. Donc, elle se nourrit de la lumière, de l'eau, mais aussi des composés du sol. Et je trouvais que c'était un bon exemple et que peut-être c'était intéressant de la suivre sur cette voie-là. Et donc en ce moment, je suis en train de travailler sur quelque chose d'un peu plus extrême, c'est que j'ai lu qu'il y avait, alors je ne sais plus si c'est au 19e siècle, il y avait des biscuits qui comportaient un peu de terre de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc pour les pèlerins, ils en consommaient de manière rituelle, vraiment à très petite dose. Et en discutant avec Stéphane Bazot, qui est un pédologue avec qui je travaille justement, lui c'est assez marrant, donc lui il est spécialiste des plantes bioindicatrices, donc il va aller voir, en fait, en fonction des plantes qui poussent par exemple en forêt ou dans une prairie, il va pouvoir déterminer quel type de sol il y a en dessous, puisque les plantes vont pousser là parce que le sol leur convient. Et en fait, c'est la première chose qu'il fait, c'est qu'il goûte la terre. Et en fait, il va déterminer si elle est acide ou calcaire au goût. Et mettant les deux ensemble, je me dis peut-être que je pourrais pousser la chose un peu plus loin et faire vraiment manger de la terre aux gens. Donc là je suis en train de faire, parce qu'après tout l'argile verte on en consomme aussi en soins et elle est tamisée et tout ça, et toujours dans cette idée de toute petite quantité et aussi de cuisson pour enlever éventuellement aussi des éléments pathogènes, parce que l'idée encore une fois n'est pas de tomber malade, ce serait de manger un paysage. Donc je suis en train de faire des scones en ce moment, donc avec différents taux. On tamise la terre avec Stéphane, on fait des petits mélanges. Donc j'en mets vraiment des toutes petites quantités, bien sûr. Alors j'évite le sable, parce que ça crisse sous la dent, c'est pas très agréable. Et aussi, c'est là où on rejoint la parfumerie, c'est que j'ai en fait une ingénieure qui travaille au laboratoire Galvincent qui m'a conseillé la technique de l'enfleurage traditionnel, donc cette matière grasse qui absorbe les odeurs et donc qui a un goût. D'ailleurs, c'est ce qui arrive tout le temps dans le frigo si vous mettez, de l'ail avec du beurre ou des betteraves ou le melon, voilà. Et donc là, je travaille en ce moment, parce que c'est le printemps, donc c'est la saison, je travaille à partir de coco désodorisé et j'essaye de capturer justement les goûts d'un paysage donné. L'idée étant peut-être justement de terre. C'est pour ça que je fais des scones, parce que ça se tartine plutôt de matière grasse. Et j'aimerais bien faire des scones à la terre avec le goût de la prairie. Donc là, je suis en train de faire, pour concrètement manger là comme une plante. Et je voudrais finir l'intervention justement sur un film que j'ai fait il y a un petit peu de temps, en 2016, mais c'était au Jardin botanique de Berlin. Et donc c'est une sorte d'Adam et Ève, mais qui sont déjà un peu étranges, et ils sont à la recherche de quelque chose dans les jardins, et ils arrivent dans les laboratoires de Matthias Rillich, et ils mangent la terre. Et ils mangent la terre, pourquoi ? Pour devenir plante. Et là, on revient à la théorie de Deleuze et Guattari, mais au sens premier du terme. C'est-à-dire que je me dis que la plante, encore une fois, elle a développé des choses au cours de son évolution qui sont pas invasives par rapport à l'environnement. Quand elles sont équilibrées, justement, dans un biotope qui fonctionne, elle n'est pas prédatrice de son environnement et elle arrive à vivre en équilibre quand même, avec un équilibre très sensible en plus. Elles ont des manières d'analyser leur entourage qui est assez exceptionnelle. Plus j'apprends avec les scientifiques, plus eux ils apprennent aussi, plus je découvre des choses assez incroyables des plantes, et je me dis qu'on devrait plutôt effectivement devenir plante un petit peu. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Et voilà, c'est terminé.
Karine Bonneval, merci beaucoup pour ce devenir plante, cette introduction au devenir plante. Il est temps de poser des questions ou de faire des remarques si vous en avez. Je vais parler de paysage, manger un paysage. Michel Bras, qui est le 3 étoiles, se présente comme son restaurant, c'est manger un paysage. Ah bah d'accord, ouais, voilà. Oui. Mais je sais que c'était à Oslo, ce restaurateur, lui aussi, travaillait sur des compositions qui représentaient un paysage, c'est-à-dire que son assiette, c'est des choses qui sont produites au même endroit, c'est-à-dire qu'il y a, s'il a du poulet, par exemple, il va avoir un peu de poulet, mais il va avoir aussi la plante sauvage qui pousse à côté du poulailler, enfin, il a toute une salle, donc l'assiette est un paysage. Donc chez Bras, il y a un plat en entrée qui s'appelle le gargouillou, Oui. qui est absolument délicieux. Et le gargouillou a cette particularité, c'est que tu plantes ta fourchette, tu manges la première, tu as un goût. Ouais. La deuxième fourchette a un autre goût. La troisième fourchette a un autre goût. Et jusqu'à la fin, il n'y a pas un goût qui se ressemble. Ah là là. Et à chaque fois, ça change. C'est une merveille. Moi, je suis revenu plusieurs fois pour essayer, parce que l'idée de faire un parfum qui change tout le temps comme ça. Ça me fait penser à Willy Wonka. Dans Charlie et la chocolaterie, il y a justement ce chocolat qui change de goût au fur et à mesure qu'il fond sur la langue. J'y suis pas arrivé. Et les champignons? Alors, je suis en train de travailler avec Zoli, qui est cultivateur de pleurotes, et au moment où on travaille sur la crinière de lion, donc Ericium, je ne sais plus son petit nom, qui est un champignon de souche qui a justement a priori des vertus aussi, qui est comestible et qui a des priori aussi des fonctionnalités de développement des neurones. Donc, oui. Mais les champignons, c'est un autre genre. En tout cas, on appelle ça les fungi. Donc, c'est un genre à part entière qui n'est pas celui des plantes, avec un autre fonctionnement. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Matthias Rillik à Berlin, je me suis dit, oh là là, encore un autre truc. Non, mais voilà, une vie ne suffit pas. On est bien d'accord. Donc là, parce qu'on m'a invité à travailler, justement, c'est plutôt dans cette idée de travailler aussi avec des partenaires qui sont des acteurs de territoire. Et là, je travaille en Bourgogne avec Zoltan Babos, mais Zoli de son petit nom, qui a j'ai jamais mangé des champignons aussi bons. Maintenant, quand je les vois à la Biocoop qui font la tête, et que je pense à ces pleurotes incroyables et ces shiitake merveilleux, on dirait une bibliothèque, en fait. On rentre dans son univers, parce que les shiitake, les pleurotes, ça pousse, il y a des sacs, donc c'est moins joli. Mais les shiitake, ils poussent sur des sortes de pins qui deviennent très bruns comme ça, et c'est sur des étagères. On a l'impression de rentrer dans une bibliothèque de vieux livres, un peu comme dans le livre de Sartre, Les mots, où il dit que ça sent un peu le champignon, ces livres et tout ça. Et c'est vraiment ça, là, on a l'impression d'avoir une sorte de savoir, mais un peu mystérieux, on ne comprend pas très bien comment ça marche. Donc pour l'instant, je travaille là-dessus, sur le Bioricium, et je leur diffuse du John Cage, qui était un grand amateur de champignons. Et alors, il y a une anecdote que je sais de la semaine dernière, parce que j'y étais justement. Zoli me dit, alors j'ai diffusé une pièce de 1 heure de John Cage qui s'appelle Branches, qui est justement une composition faite à partir d'éléments naturels. Donc il y a un cactus notamment qu'on frotte, et c'est que des branches et des feuilles qu'on frotte selon une partition de John Cage, et qui dure à peu près 1 heure. Et donc il a une salle pour les shiitake, une salle pour les pleurotes. Donc je mets ces deux choses, la même musique en continu dans ces deux salles. Et il me dit, alors écoute, la salle des shiitake, la musique s'est arrêtée, mais ça tombe bien parce que les shiitake poussaient pas et je trouve ça très désagréable. Et je lui dis, et dans les pleurotes? Il me dit, dans les pleurotes, non, c'est très bien. Je lui dis, mais tu sais que c'est exactement la même musique? Il me fait, ah bon? Et les pleurotes poussent très bien. Donc voilà, j'ai aucune interprétation scientifique, mais j'aime bien ce genre d'aventure. Chantal, je crois que vous aviez une question. Oui, j'ai une question. Il y a un mot et une odeur dont on n'a pas parlé pendant ces 2 jours qui est très importante pour moi, c'est le pétrichor. Ah oui. Je crois savoir que c'est une huile qui sointe des plantes ou des arbres au moment de la pluie. C'est une odeur de terre mouillée. Pour moi, c'est une odeur fondamentale. Voilà. Donc, est-ce que vous ou un autre avez déjà le pétrichor? Ça s'écrit P-E-T-R-I-C-H-O-R.
Il y a Anaïs Tonder qui expose en ce moment, Oui. qui a fait une pièce qui s'appelle Pétrichor, et c'est justement l'odeur de la terre mouillée. Oui. Et c'est aussi cette histoire. C'est le même genre que la géosmine, en fait. C'est une bactérie qui produit cette odeur-là. Mais j'en sais pas plus. C'est une odeur extraordinaire que personne n'aime, sauf moi. Est-ce que vous avez déjà rencontré des plantes qui voulaient devenir humains? Eh ben, c'est justement toute cette ambiguïté de parler aux arbres et tout ça que je trouve un peu complexe pour moi, parce que finalement, pourquoi les plantes, elles aimeraient nous ressembler, quoi. Et pourquoi elles auraient envie de nous parler, surtout? Parce que finalement, il y avait une blague il y a eu une blague c'est un des scientifiques avec qui je bosse qui me l'avait envoyé. En fait, ils avaient fait, pour un 1er avril, ils avaient fait une sorte de hockey Google, là, ces machines qui se déclenchent, et ils avaient dit, on a créé un hockey Google pour les plantes. Et donc, évidemment, c'était une blague. Ils avaient mis un hockey Google avec des plantations de tulipes, et elles gueulaient, j'ai faim, qu'elle soit. Avec une voix très désagréable. Alors nous, on a tous envie de parler aux plantes, mais je ne sais pas si les plantes ont envie de nous parler. Je pense qu'elles ont, elles sont. C'est ça que j'aime bien en fait finalement, c'est que moi tout mon travail justement, il essaye de nous dire qu'il faudrait peut-être plus s'inspirer de la manière d'être de la plante plutôt que d'essayer a priori de toujours la ramener vers nous d'une manière forcée. Donc à mon avis, en tout cas mon humble avis, je pense qu'elles n'ont pas du tout envie de devenir humains. Oui, c'est ça. On est vraiment, et de toute façon, je pense que l'humain disparaît, les plantes vont retrouver une splendeur. Alors après, il y a aussi des théories, ça c'est assez marrant, sur les céréales qui nous auraient domestiqués. C'est-à-dire qu'elles auraient développé des nutriments très utiles à l'humanité, parce que ça fait quand même partie des premières plantes qu'on a cultivées en tant qu'être humain, pour pouvoir se jouer de la concurrence et se développer de manière très expansive. Et alors là, elles ont très bien réussi. Si c'est elles, elles ont bien marché. Voilà. Oui. Question, vous avez parlé de pollinisateurs qui émettaient des sons, c'est ça ou pas? Non. Oui. Alors c'est juste, je me suis mal exprimée, pardon. Alors, les pollinisateurs émettent des sons, mais c'est involontaire, c'est-à-dire c'est leur bourdonnement. En fait, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont diffusé des fréquences. Ils n'ont même pas forcément utilisé le bourdonnement, mais en tout cas la fréquence sonore correspondant à des bourdonnements de différents pollinisateurs. Et en tout cas, les plantes perçoivent ces hertz, ce rang de hertz qui correspond au bourdonnement des pollinisateurs. D'ailleurs, il y a Lily Hunter-Green, qui est une artiste anglaise très sympa, qui a fait un travail qui travaille sur les abeilles. En fait, c'est très connu de certains maraîchers. En fait, il y a des diapasons à pollinisateurs. Donc, elle a fait une vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet. En fait, il y a des diapasons qui reproduisent les fréquences des pollinisateurs de leur bourdonnement, donc, parce que vous avez tous noté qu'ils font beaucoup de bruit en général. En fait, donc on passe, et notamment sur des plantes type solanacées, y compris les sauvages. Donc, c'est une vidéo en gros plan. La personne actionne le diapason et on voit la plante qui, en temps réel, fait pfff, elle éjecte tout son pollen. C'est-à-dire que là, elle a une action très mécanique qui fait que le pollen va s'accrocher au poil des pollinisateurs, juste à l'oreille, pas à l'oreille, j'allais dire à l'écoute. Et souvent, d'ailleurs, on remarque, comme pour l'onagre que je vous montrais tout à l'heure, que ce sont des pétales qui vont avoir cette forme caractéristique de coupe de radar, quoi, comme les formes d'un radar. Merci beaucoup, Karine Bonneval. Merci. Merci. À tous.